Tristan, t'es déjà allé en Californie, toi? Ouais, ça m'est arrivé. Pourquoi? Bah, est-ce que tu as fait un tour à Eugene? Je ne sais pas si tu connais cette ville. Non. C'est connu pour être le berceau de Nike. Il y a eu aussi le championnat du monde d'athlétisme. C'était Ok. Ah oui, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. exactement. Eh ben, Ça si me tu parle, ça me passes en Californie du Sud, ce que je te conseille, c'est d'aller faire un tour à Eugene. Là-bas, tu vas trouver un boulevard qui s'appelle la Skyline. Et il y a un parc commémoratif de 1,3 hectares avec au centre un mémorial gravé d'une pierre qui a été érigé en 1997. Et là, tu dois te demander pourquoi est-ce qu'il me parle de ça? Quel est le lien entre ce mémorial et la course à pied? Un peu ce que je suis en train de me dire. Après, vas-y, je te laisse dérouler. Hein. Eh bien, en fait, ce mémorial, il a été érigé en l'honneur d'un coureur américain. Et ce coureur, il est aussi populaire là-bas que Mohamed Ali ou Michael Jordan. C'est de donner un petit peu un niveau de la popularité de ce gars. C'est Steve Prefontaine, c'est une icône. Il y a plein de films qui retracent sa vie. Même Jared Leto a joué son rôle. Et il y a des centaines de livres à son sujet. Est-ce que tu connais Steve Prefontaine? J'ai l'impression de connaître de prénom, mais je serais incapable de dire ce qu'il a fait. Bah, il n'est pas forcément hyper connu en France. Par contre, aux États-Unis, c'est une légende. En fait, c'est un coureur de fond des années 70 et il a sa spécialité, c'est entre le 5000 et 10 000 mètres. Et en fait, il a remporté 128 des 153 courses auxquelles il a participé. Ça lui fait un taux de réussite de 83%. Et au cours de sa carrière, il a détenu tous les records américains du 2000 mètres au 10 000 mètres. Et il a été entraîné, petite particularité, par Bill Bowerman, qui est le cofondateur de Nike. Mais au-delà de ses performances sportives, ce qui rendait vraiment Prefontaine, ce qui a fait de lui une légende, c'est qu'il était hyper charismatique. Sa stratégie, elle était simple. Dès le début d'une course, il prenait le départ. C'est-à-dire que toutes les courses auxquelles il courait, il refusait d'être derrière à l'abri, derrière les lièvres. Comme un cadet. Voilà, comme un cadet, exactement. Il était en tête, il prenait de bout en bout la tête de la course et il gagnait comme ça. Il part à fond, il s'arrête jamais. Au milieu et on finit en sprint. Et forcément, le public adorait ça. C'est pas forcément la meilleure stratégie par contre pour perfer. Mais c'est pas tout. Steve Prefontaine, il était aussi très connu parce que c'était un peu un aficionados du no pain no game. Il avait cette phrase, il était très connu pour cette phrase: ne vous donnez jamais à moitié, soyez prêt à tout perdre pour tout gagner. Et il avait une approche assez radicale de l'entraînement. En fait, pour lui, son but, c'était de pousser son corps au-delà de ses limites. On raconte même qu'il arrêtait ses entraînements quand vraiment il était à bout. Tu vois, c'était vraiment le gros bourrin quoi, qui voulait toujours se dépasser. T'en connais des athlètes? Pour l'instant, ça ne me surprend pas d'un Américain. Si tu veux, qui a un sanctuaire à son nom et tout, pour l'instant, tout est aligné. Tout fait du sens. T'en connais des mecs comme ça? J'imagine qu'on en connaît tous. Quoi, tu vois. On en connaît 2-3 qui vont se reconnaître, en effet. En fait, il est connu aussi pour ses citations. Et d'ailleurs, il sortait des punchlines. Tu vois, il sortait des punchlines. Et j'en ai quelques-unes. J'ai fait un petit peu un top 3 des punchlines de Steve Prefontaine. À ressortir sur Instagram. Voilà. Alors, en citation, tu fais du like. Allez. Alors, avant une compétition, il était interrogé par un speaker sur un meeting d'athlétisme et on lui demandait voilà, comment est-ce qu'il allait courir aujourd'hui, parce que c'était un peu l'animation. On voulait le voir prendre la tête, donc on lui demandait tiens, Steve, est-ce que tu vas donner le maximum, tu vas prendre tout de suite les commandes de la course? Et là, il a regardé le commentateur, mais aussi ses adversaires, et il a répondu: le meilleur rythme, c'est un rythme suicidaire et aujourd'hui, c'est un bon jour pour mourir. T'imagines? Il mettait un peu la pression, tu vois, sur ses adversaires. J'ai une autre citation. Il était dans leur tête. Ouais, en fait, c'était aussi son truc, c'est qu'il prenait l'ascendant psychologique, tu vois. Il avait une tête de méchant ou Non, c'était un plutôt bel homme, tu vois, assez jeune. C'est parfois pire. Voilà, mais en tout cas, il essayait aussi, comme les boxeurs un peu, tu sais, avec le trash talk et tout ce qu'on appelle. Je vois bien. Voilà, il essayait de prendre un peu le dessus sur ses adversaires. Une autre citation: dans un meeting d'athlétisme, ce n'est pas le plus rapide ou le plus endurant qui gagne, c'est celui qui peut supporter le plus la douleur. Ça me fait penser un petit peu à la phrase de Sebastian Kienle en triathlon sur Ironman qui disait si ça me fait if it's hurting me, it's killing them. Et ça, les gens adorent. C'est un peu, ça marche bien. Ça, les gens adorent. Et dernière pour la route, beaucoup de gens courent pour voir qui est le plus rapide. Je cours pour voir qui a le plus de courage, qui peut se pousser jusqu'à l'épuisement et ensuite, à la fin, se punir encore plus. C'était un dur au mal. L'américain originel. Ouais, c'était un dur au mal. Alors après, Steve Prefontaine, il était redoutable sur les meetings d'athlétisme. Par contre, dans les grands championnats, notamment ses participations aux Jeux Olympiques, c'était pas terrible, hein, parce que dans les grandes, bon bah voilà, il sorti de Californie. Ouais, il payait, voilà, sortait de la course de. Bah, attends, tu es en train de me dire que commencer en sprint, c'est pas ouf sur un 10 bornes. Ouais, il était quand même chaud, mais voilà, clairement sur les Jeux Olympiques et les gros championnats, sa stratégie d'aller toujours devant, ça ne marchait pas, et il a
quasiment toujours échoué. C'était le mec au record, mais il a toujours échoué pour avoir des grands titres. On l'appelait d'ailleurs le roi sans couronne, parce que sa stratégie de toujours prendre la tête de course, c'était pas optimum, quoi. Bon, l'histoire a fini pas très très bien parce que Steve Prefontaine, il va décéder à seulement 24 ans. Le 30 mai 75, il va perdre la vie au volant de son cabriolet, de son coupé cabriolet. Malheureusement, il va mourir à 24 ans et sur le Skyline Boulevard. Et c'est pour ça qu'il y a un mémorial. Voilà, c'est pour lui rendre hommage. Mais voilà, il a couru finalement très peu de temps. Sa carrière a été 24 ans, c'est jeune, hein. Ouais, et puis il a couru quoi, les 3-4 ans, il a couru pourtant. Encore aujourd'hui, c'est vraiment une icône du sport. Et tout le monde le connaît tant il a marqué les esprits. Écoute, tu me le fais découvrir. Merci. On estime d'ailleurs que sa VO2 max était autour de 84-85, ce qui est quand même pas mal. Pas dégueu. Et est-ce que tu penses, tu connais un peu le personnage, est-ce que tu penses que Steve, ça aurait été un adepte du seuil? Je pense que dans l'âme, c'était un petit seuillard. Ah, c'était un petit seuillard. Je pense que c'était vu la mentalité, je pense que c'était un seuillard dans l'âme. Je pense. Alors, justement, ça nous renvoie à notre sujet du jour, le seuil. Et on va aujourd'hui développer cette méthode d'entraînement et répondre à toutes les questions que se posent les gens sur le seuil. Le seuil est-il la méthode d'entraînement ultime ou c'est une méthode dépassée des années 70? Comment est-ce qu'on peut calculer et connaître son seuil lactique de manière très précise? Ou encore, quelle est la séance la plus efficace pour booster son seuil? Trêve de bavardage. Tristan, je te propose qu'on s'installe confortablement dans le salon et qu'on discute de tout ça, si tu le veux bien. Allez. C'est parti. Dans la tête d'un coureur original, le seuil. Alors Tristan, le seuil, c'est quelque chose qu'on entend aller quasiment partout quand on fait de la course à pied, notamment quand on est en club ou quand on fait un petit peu de compétition. Mais est-ce que c'est pas devenu un mot un peu générique? L'impression que j'ai, c'est que on se focalise peut-être un petit peu trop sur le seuil sans forcément voir la complexité qui se cache derrière. Je m'explique. Moi, j'entends parler de seuil, mais quand je parle avec des entraîneurs ou avec des athlètes aussi de haut niveau, eux, ils vont me parler de seuil lactique, de seuil ventilatoire, de seuil critique, de seuil 1, de seuil 2, de seuil 3. Chaque entraîneur a sa petite phrase, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a autant de seuils qu'il y a de publicité sur YouTube. Tu vois, c'est dire si c'est pas un peu, si ça devient pas un peu n'importe quoi. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Est-ce qu'il y a un seuil ou des seuils? Alors, on va essayer de faire le plus simple possible et peut-être trop simple pour ceux qui voudraient beaucoup de détails. On peut juste dire il y a 2 seuils physiologiques, un premier, un deuxième. On peut le mesurer de différentes manières avec différents tests. Que ça soit des seuils ventilatoires, des seuils lactiques. Ce que tu appelles le seuil critique, tu as dit seuil critique, il peut être apparenté dans une certaine mesure au deuxième seuil lactique, deuxième seuil ventilatoire, MMSS, MLSS. Enfin, il y a à peu près une trentaine de manières de mesurer des seuils qui ont des noms différents, OBLA, etc. Donc oui, il y a 2 seuils, mais déjà... Personnellement, je remets en cause le fait qu'à partir de ces seuils, il y ait des accumulations excessives de fatigue, quelle qu'elle soit. On entend souvent au-dessus du seuil, j'accumule excessivement de la fatigue de manière disproportionnée, de manière exponentielle, etc. Je remets très fortement en cause ces choses-là. Et donc, pour cette raison-là, je trouve qu'il y a un continuum quasiment parfait des stress. Et donc, moi, pour simplifier énormément ma compréhension de ce qu'est un seuil, je le réfère toujours à un temps de maintien. Et pour moi, ce que les gens peuvent définir comme un seuil, je définis ça juste comme une vitesse qu'on peut tenir 60 minutes, qui se rapproche excessivement de la définition qu'on avait en cyclisme de la FTP. Les gens vont trouver ça très simpliste, mais faire simple, c'est compliqué. Et je vous jure que ça va vous éviter beaucoup de nœuds au cerveau, de juste, peut-être pendant cet épisode, peut-être qu'on va rentrer dans des petits détails à droite, à gauche pour t'aider à comprendre. Mais voilà, il y a un premier seuil, un deuxième seuil. Le deuxième seuil, je le définis comme la vitesse qu'on peut tenir 60 minutes, comme ça on ne se prend pas la tête. Et le premier seuil, là pour le coup, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on peut que le tester en laboratoire, mais en gros c'est un peu plus rapide que l'endurance fondamentale. C'est en gros un peu la nuance entre endurance active et allure marathon, grosso modo, tu vois. Alors moi on m'a dit que le seuil c'était un peu ce qu'il y avait entre le 10 km et le semi-marathon. Tu vois, on est dedans. Ton semi-marathon tu le cours en 1:30, ton marathon, ton 10 km tu le cours en 45. 40, allez, tu vois, 1 heure c'est au milieu. C'est bien, tu vois, on est raccord. Mais j'ai pas trop envie dans ce podcast de rentrer dans tous les sous-jacents physiologiques de ce qu'est un seuil,
Je sais que tout à l'heure, on va parler un petit peu de lactate, d'élévation du taux de lactate, etc. Donc je sais qu'on va donner des définitions, on va pouvoir donner des pistes aux gens. Juste pour que les gens définissent à peu près ce que représente l'intensité au seuil, c'est à peu près une intensité que vous pouvez tenir 1 heure. Comme ça, tout le monde voit à peu près ce qu'ils peuvent expérimenter à l'entraînement et ça nous permet d'avoir une base de discussion pour la suite. Justement, on a demandé aux coureurs amateurs de la communauté campus, on est allé à Nantes, on salue d'ailleurs les coureurs nantais qui nous écoutent, on leur a demandé s'ils connaissaient le seuil, si c'est des allures qu'ils travaillaient, s'ils aimaient bien aussi ces allures. Et ce que je te propose, c'est qu'on écoute ce micro-trottoir. Je sais que tu affectionnes Nos petits particulièrement. seuillards de Nantes, allez, c'est Nos parti. petits seuillards nantais, c'est parti. Salut Guillaume, on vient de finir notre petite course à pied à Nantes. Donc là, on est avec le groupe de campus à Nantes. Et là, je suis avec Manon. Donc on va commencer directement. Alors, est-ce que tu connais le seuil? Mais c'est pas une allure que j'ai l'habitude de travailler. Pour moi, c'est une allure de fraction qui permet de travailler sa vitesse. Le seuil, c'est une allure spécifique. Genre seuil 30, c'est une allure qu'on peut tenir pendant 30 minutes. Et seuil 60, c'est une allure qu'on peut tenir pendant 60 minutes, normalement. Antoine, penses-tu que c'est un élément essentiel pour progresser en course? Oui, c'est essentiel. Le seuil est essentiel pour progresser en course parce que ça développe des qualités en vitesse et ça permet de s'adapter et de faire comprendre au corps qu'il faut tenir telle allure. Notamment, je prépare un 10 km et je sais que le seuil 30, c'est essentiel. Merci Antoine. Alors, pour moi, il y a 2 seuils, le seuil 60 et le seuil 30. Et le chiffre correspond à la durée qu'on est censé pouvoir tenir la distance voulue. Donc, seuil 60, 60 minutes, seuil 30, 30 minutes. Est-ce que tu as déjà remarqué une amélioration significative de tes performances grâce aux séances au seuil? Oui, parce qu'avant, je m'entraînais, je faisais juste de l'ES par-ci, par-là. Et depuis que je m'entraîne vraiment en faisant avec des allures respectées, forcément, je m'améliore. Qu'est-ce qui te semble le plus difficile dans ce type de séance? La séance en elle-même. Parce qu'en fait, ça pousse à aller plus vite que ce qu'on a l'impression de faire. Alors déjà, quand on voit un temps, on dit mais jamais je vais tenir le temps avec le minutage qui m'est demandé. Et au final, ça passe. Pas toujours, mais ça passe. Penses-tu que c'est un élément essentiel pour progresser en course à pied? Oui, complètement. Ça permet de pouvoir évoluer au niveau des allures et d'équilibrer cardio et allure, à mon sens. Retour au studio, ça seuille pas mal quand même du côté de Nantes. Ils sont chauds. Je crois d'ailleurs que tu m'as dit qu'il y a des challenges, c'est ça? Et ils sont plutôt pas mal. Nantes, c'est pas la plus grande ville, mais cet été, on a fait tourner des challenges, les Community Campus Challenge. Et ils n'ont pas été mauvais. C'est bravo à eux. Alors, pour que les choses soient claires, peut-être, on a donné tout à l'heure une définition assez large de ce qu'est le seuil. Mais est-ce que tu peux nous donner peut-être des exemples d'entraînement vraiment axés justement sur le seuil? Concrètement, quand quelqu'un te dit « j'ai une séance au seuil, je fais une séance au seuil », de quoi il parle? Quelle séance il peut potentiellement faire? Alors, quand on dit « j'ai une séance au seuil », donc si on reprend ma définition, en gros, en durée, sur la durée des intervalles, ça va être des intervalles entre 3 et 15 minutes. Grosso modo, alors c'est plus un râteau qu'une fourchette, mais c'est à peu près les intervalles qu'on peut retrouver. Vis-à-vis des modalités de récup, en général, ça va plutôt être de la récupération active. Bon, après, ça dépend comme on veut travailler, mais avec une durée de 1/3, 1/2 de la durée d'effort. Voilà, donc ça permet de commencer à construire sa séance. Et sur le temps de maintien total de la séance, par exemple, le temps de maintien, c'est entre 15 et 45 minutes si je dois donner des grandes directives. C'est quand même assez long. Et ce que j'appelle temps de maintien, c'est ça que je voulais définir juste avant, c'est par exemple si vous faites 10 fois 3 minutes, ça vous fait 30 minutes de temps de maintien. Si vous prenez récup 1/3, ça fait 10 fois 3 minutes, récup 1 minute, ça vous fait une séance de seuil. Qui est en difficulté, là on est sur un 6,5 sur 10. Ouais, donc en fait, c'est des trucs où tu as de la sensation, tu fais quand même un peu de rapidité, mais tu n'es pas non plus en saturation. Donc, c'est des allures qui te donnent l'impression de travailler sans te mettre au tapis. Oui, on dit confortablement difficile de manière générale. Après, c'est toujours la même chose. Si on fait un 3 x 15 minutes au seuil, ça va être 10 sur 10 ou 9 sur 10. En fait, une séance qui est facile, c'est juste une séance qu'on n'a pas continué assez longtemps. Tout peut être difficile quand c'est maintenu assez longtemps. Ouais. Alors, une chose est sûre, c'est qu'en France,
le travail au seuil, c'est quasiment un incontournable. On adore ça. Il y a même des mèmes, des groupes Facebook, des gens qui s'identifient en tant que seuillards. Donc vraiment, c'est une communauté dans la communauté des gens du seuil. Comment est-ce qu'on explique un peu cette popularité? C'est quoi un peu l'histoire? Pourquoi c'est un truc qui a popé comme ça, le seuil, depuis, allez, ça fait 5, 6, 7 ans? Il y a tout ce mythe autour du seuil. Alors, historiquement, pour savoir d'où ça sort il y a 7 ans, ça je pourrais pas te le dire. Je pourrais remonter un peu plus loin dans le temps en disant que justement cet aspect seuil, le fait qu'on s'intéresse à des mesures physiologiques, on essaye de les implémenter dans l'entraînement directement et qu'on essaie de voir les implications que ça remonte à peu près aux années 80. Voilà, c'est vraiment le moment où on commence à parler des seuils en entraînement. C'est à partir du moment où on commence à avoir les capteurs de fréquence cardiaque directement accessibles pour les élites, etc. Donc c'est à peu près à ce moment-là où on l'utilise de plus en plus à l'entraînement et en fait on substitue les allures spécifiques à des allures physiologiques. Après, 45 ans plus tard, du coup ça a beaucoup évolué et je pense que oui, il doit y avoir Je pense juste que ça fait rire les gens, tu vois, seuillard, giclé, enfin, t'as plein de terminologies qui sont juste marrants. On aime bien l'ambiance un peu de Tour de France, tu sais, ça, Ouais, on voilà, est un peu beauf, tu vois, un petit peu cochonou, les bobs cochonou. Moi, je suis le premier à kiffer, donc j'ai aucun problème avec ça. Mais après, aussi parce que peut-être en France, grosse culture de la VMA, ça plaît pas forcément à tout le monde et il y a des gens qui préfèrent juste des... Tu sais, t'as deux écoles, t'as des gens qui aiment bien quand c'est court et intense et t'en as qui aiment bien quand, justement, c'est une petite séance de 1000 mètres, petite séance de 2000. Donc je pense juste qu'il y a deux écoles et chacun s'est retrouvé dans la sienne. Bon, moi, je suis un peu moins fan de l'ambiance potage. Je te dis ça parce que j'étais en Espagne à Segama et du coup, il y avait aussi des aficionados parce qu'il y a plus de 30 000 spectateurs. Et c'est vrai que j'avais trouvé l'ambiance super cool parce que t'avais pas de gens qui montraient leurs fesses ou qui voient un peu cette ambiance. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, putain, ça fait du bien de cette ambiance cool. Tu vois, bon, voilà, ça fait bien, ça fait du bien des gens civilisés. Tu vois. Non, mais il y avait une grosse ambiance. Les gens s'encourageaient, mais t'avais pas des trucs un peu lourdeaux, quoi. Tu vois, voilà. Bon, bref, chacun c'est des goûts et les couleurs. Mais je voulais un petit continuum. Je fais l'aparté. Moi, je trouve que des fois, c'est un peu. Voilà, c'est moi mon délire. Mais je respecte. Hein, voilà. Ne m'insultez pas dans les commentaires. Ne me trouvez pas. Voilà, peu importe. Tu es en train de dire que ceux qui font du seuil montent leurs fesses et ceux qui font. Attends, on va avoir des problèmes. Les raccourcis. Je dis juste que l'ambiance Tour de France, c'est sympa, mais moi je trouve que des fois c'est un peu lourdeau. Voilà. Et j'ai vraiment. Enfin, je l'avais jamais remarqué, sauf quand je suis là en Espagne, où c'est vraiment des fans de sport. Et pour le coup, je trouvais que l'ambiance était quand même meilleure parce que peut-être plus inclusive, c'est moins excluant, c'est moins le côté communautaire, des fois un peu. Bon, bref, c'est pas un sujet sur les communautés de runners. Mais voilà. On a pour te sortir du pétrin dans lequel tu t'es enfoui, tu me disais que potentiellement le fait que le seuil ça ressort depuis 5-7 ans, etc. Peut-être que ça a à voir avec le fait que les gens veulent de plus en plus borner, et tu sais, un peu. On en parlait dans l'épisode sur le volume. La politique de la borne, et de fait, les entraînements au seuil sont des entraînements longs et qui, on en reparlera, se cumulent très très bien avec des hauts volumes. Et donc, dans cette culture de la borne, un petit peu, peut-être que ça s'inscrit bien. C'est quelque chose qu'on voit parce que les grosses écoles qui utilisent le plus le seuil, je pense aux écoles nord-américaines et nord-européennes, dont la Norvège en tête de liste, utilisent beaucoup de seuil, même sur des distances assez courtes comme le 1500 mètres dans leur préparation. Donc ouais, je pense que tout ça fait un effet cumulé. Alors, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu nous as dit un peu de deux écoles, la VMA et le seuil. On est d'accord que il y a des notions différentes. C'est pas la même chose quand je fais une séance VMA, c'est pas une séance seuil parce que des fois certaines personnes le confondent. Alors oui, non, c'est pas du tout la même séance. Que si on reprend la même définition, j'ai dit seuil, c'est la vitesse qu'on peut tenir 60 minutes. Je vais refaire une simplification. On a fait un épisode sur la VMA où, en gros, on peut dire la VMA, c'est la vitesse qu'on tient sur 5 minutes. Donc oui, en fait, ça serait comme confondre un peu une séance SP 1500 avec une séance P semi-marathon. On est vraiment sur des séances très différentes, oui. Je te confirme. Là où on seuille le plus, c'est quand on prépare quoi? Plutôt du semi-marathon, du 10 km. Les gros seuillards, ils aiment bien quelle course généralement? Ça me fait rire de... écoute, en fait, de fait... C'est tout des corps de 10 kills? Pas vraiment, parce que ça a vraiment sa place dans toutes les préparations, dans le sens où... que ça soit par exemple pour du 1500 mètres dans la partie non spécifique de l'entraînement ou pour du marathon dans la partie spécifique, en fait, ça a vraiment sa place dans quasiment toutes les préparations, juste pas au même moment, pas dans la même quantité, mais pour moi, il n'y a pas de... Tant qu'on respecte le principe de spécificité de son entraînement, spécifique à la course, mais aussi dans un certain sens, en amont spécifique à son profil,
Pour moi, c'est vraiment un entraînement qui se met un peu partout, on pourrait dire. Mais de la même manière que la VMA, même sur une prépa marathon, ça fait du sens. Juste, on fait pas 3 mois spé VMA dans les 3 derniers mois du marathon. Voilà, on va peut-être l'utiliser un petit peu en amont, de la même manière que avant un 1500 mètres, on va pas faire 3 mois full seuil avec des 3x3000, 4x2000, etc. J'aimerais bien qu'on parle du taux de lactate. Parce que c'est vrai que dans les épisodes, on peut souvent parler des fois des mesures de lactate. Vous avez peut-être vu même des reportages, des fois, où on suit des athlètes de haut niveau et on voit les entraîneurs prendre des mesures. Notamment, ils peuvent piquer au niveau des doigts, au niveau des oreilles. Et donc là, ce qu'on mesure, c'est le taux de lactate. Et j'ai déjà reçu plusieurs messages de gens qui me demandaient justement ce qu'était le taux de lactate, quelle était cette prise. Même Kylian Jornet, il faisait des fois des taux de lactate et des taux aussi de glycémie. Donc, je sais que c'est souvent associé au seuil, le taux de lactate. Est-ce qu'on peut en profiter justement pour que tu nous expliques? On va parler après de si c'est intéressant de la mesurer, comment est-ce qu'on la mesure. Mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le lactate et pourquoi certains coachs mesurent ça avec leurs athlètes? Ok. Déjà, pour définir le lactate, c'est une source d'énergie intermédiaire entre... on appelait ça 2 filières énergétiques. Je pense que tu avais entendu parler de anaérobie lactique et aérobie. Grosso modo, si tu prends ces 2 systèmes-là, si on schématise, le lactate, en fait, c'est le lien entre les deux. Okay, donc, une fois qu'on a ça, alors on pourrait remplacer anaérobie lactique par glycolyse, on pourrait remplacer par aérobie par phosphorylation oxydative si ça nous fait kiffer. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est juste que la concentration sanguine en lactate est un indicateur d'intensité et nous permet de voir un peu comment le corps réagit à différents niveaux. Et donc, quels sont ces niveaux? Je l'ai dit, il y a 2 seuils. C'est parce qu'en fait, tu as 3 états de la concentration en lactate dans le sang. Le premier état, c'est le niveau est basal et est stable. D'accord? Donc là, on est sur de la basse intensité. Tu as un deuxième état qui est les niveaux sont toujours stables, mais ont quitté leur niveau basaux. Donc, ta concentration en lactate sanguine, c'est élevé, mais ça reste stable. Et la troisième étape, c'est les concentrations ne sont pas basales puisqu'elles ne sont même plus stables. Donc en fait, elles vont augmenter de façon continuelle. Ça, c'est 3 grandes parties, on pourrait dire. Et donc, ces 3 parties sont séparées par 2 seuils pour faire très très simple. Et donc en gros, ça nous permet physiologiquement de nous repérer et de corréler un ressenti d'effort, une vitesse et un stress physiologique. Donc ça nous permet de trianguler un tout petit peu. Après, comme je l'ai dit en introduction, personnellement, je ne crois pas que parce que le lactate devient plus stable, qu'une fatigue s'accumule de façon exponentielle. Je ne pense pas que c'est un débat qu'on veuille avoir aujourd'hui. Mais donc c'est pour ça que les gens le relèvent. Parce que, en fait, si on revient sur à quoi ça sert l'entraînement au seuil de manière générale, d'un point de vue physiologique, on pourrait de façon très simple le justifier en disant c'est une optimisation physiologique à intensité modérément soutenue. Je suis à une intensité modérément soutenue, on l'a dit tout à l'heure, confortablement difficile, et j'essaye d'optimiser physiologiquement mon système pour être le plus efficace possible à cette vitesse intermédiaire. Si on veut commencer à devenir un peu plus complexe, et tu comprendras là le lien avec le lactate, c'est que la manière qu'on a de s'entraîner à ce moment-là, c'est en fait en entraînant ton interaction entre les fibres lentes et les fibres rapides. Et tu me dis, si tu me coupes si jamais tu comprends pas, mais grosso modo, les fibres rapides, c'est celles qui vont produire le plus de lactate, et les fibres lentes, c'est celles qui vont utiliser le plus le lactate, parce que c'est celles qui ont le système aérobie le plus développé. Et tu vois, comme j'ai dit, comme le lactate, c'est le chaînon entre les 2 systèmes. En fait, chaque type de fibre a un système qui lui est, dans lequel elle est plus ou moins forte. Donc en fait, tu as une communication entre des différents types de fibres, et à cette intensité-là, c'est ce que tu essayes de maximiser le plus possible. Et donc, c'est dans cet objectif-là, pour faire très simple, qu'on essaye, qu'on peut monitorer le lactate, ce qui n'est pas une obligation. Mais c'est un petit peu dans cet esprit-là. Justement, toi, est-ce que tu peux recommander des fois à des athlètes de monitorer leur taux de lactate? Si oui, comment est-ce qu'on s'y prend? Et surtout, quels sont un petit peu les avantages et les limites de cette mesure? Des fois, on est un petit peu geek et on a envie d'avoir cette... Parce que c'est vrai que c'est intéressant quand même cette donnée-là. Le problème, c'est comme je l'ai dit, j'ai pas un avis très consensuel sur l'utilisation du lactate et la vision physiologique de ça. J'ai pourtant essayé de donner une réponse. Alors déjà, moi personnellement, non. Je pense qu'il y a énormément de modes vis-à-vis de ça. Les modes sont pas forcément négatifs, mais voilà, faut pas que les gens stressent s'ils voient tout le monde commencer à se piquer l'oreille, etc.
vous inquiétez pas, on l'a fait il y a 30 ans, on a arrêté pendant 10 ans, on reprend aujourd'hui, on va réarrêter demain. Voilà, ça va bien se passer. Par contre, je peux quand même, de façon assez objective, donner des intérêts réels à l'utilisation du lactate. Premièrement, et là je parle d'un point de vue de triathlète, l'intérêt c'est que c'est un gadget extrêmement motivant pour des gens qui sont très fans de data. Et donc, parfois, tu sais, quand tu fais du sport pendant 5, 6, 7 ans, rajouter un petit outil en plus, un petit truc. Ah, attends, je vais faire une sortie de 3 heures et je vais truc. Ça fait plaisir. Ça a un petit aspect un peu sexy. On se motive comme on peut au bout de 10 ans. C'est ça, oui, j'ai 17, mais ça peut être 10, ça peut être 15. Le seul problème de ça, c'est juste que par contre, ça coûte très cher. Je crois que la bandelette, elle est entre 1 et 2 euros. Si tu en utilises 3, 4, 5 dans ton entraînement, bon, ça commence à devenir cher. On n'est pas tous des triathlètes. Exactement. Deuxième intérêt, par contre, beaucoup plus intéressant. Je vais essayer de bien l'expliquer parce que celui-là, pour moi, il est vraiment fondamental. C'est une motivation extrêmement forte à ralentir l'entraînement parce que tendanciellement, on a tendance à s'entraîner trop dur. On voit que les taux sont... Exact. Parce que je l'ai dit, il y a 3 stades. Il y a un moment où c'est stable, il y a un moment où c'est stable mais ça c'est pas basal, et il y a un moment où ça dérive. Le fait de faire en sorte à l'entraînement d'éviter que ça dérive fait en sorte qu'on s'entraîne moins vite. Et là où c'est intéressant, si on pousse un petit peu le raisonnement, c'est que à une intensité donnée, si on a, admettons, tu sais, les Norvégiens ils aiment bien faire genre 35 fois 400. Bon, peut-être pas 35 fois, allez, 25 fois 400. Mais à vélo, on va sur ce genre de nombre de répétitions. Mais allez, 25 fois 400, en fait, ça peut être stable sur tes 15 premières reps, mais ça peut commencer à dériver ensuite. Parce qu'en fait, tout ton système physiologique dérive avec le temps. C'est pour ça que pour moi, il y a un continuum et que c'est moins grave que ce que les gens aimeraient dire. Donc, si le but du jeu, c'est que ça dérive jamais, en fait, tu vas commencer encore plus doucement tes 15 premières parce que tu t'es dit, la dernière fois, j'en ai fait 15 à cette vitesse, c'était stable, mais à partir de la 16e, il m'en restait 10 et ça commençait à dériver, donc j'ai dû ralentir. On joue sur le fait de s'entraîner moins fort. Et donc, à l'entraînement d'après, tu vas t'entraîner moins fort plus tôt pour éviter que ça dérive plus tard. Et donc, en fait, tu vas faire tous tes intervalles un peu en dessous pour éviter que ça dérive sur ton entraînement. Donc pour moi, et ça a un intérêt, peut-être dont on reparlera, mais ça a des intérêts de s'entraîner moins fort de manière générale. Et pour moi, c'est un super outil. Et si on voit des gens qui ont des performances aussi, qui arrivent à progresser vis-à-vis de ça, c'est d'après moi pas parce qu'ils calculent leur lactate, c'est juste parce qu'ils ont trouvé un outil qui leur permet de se motiver à aller moins fort. Parce que là où d'habitude... Ils sont plus raisonnables grâce à oui, ça. Parce qu'en fait, normalement, la compétition, c'est allez, je vais te mettre 2 secondes au 400 et puis tu vas voir, de quelle boîte je me chauffe. Alors que là, c'est un garde-fou en fait. Le but du jeu, c'est limite la honte si tu dérives. Tu vois. Ouais, donc, en c'est fait, intéressant. Tu changes le profil. C'est peut-être pour ça aussi que certains entraîneurs les utilisent avec les athlètes pour essayer de les responsabiliser un petit peu ou leur faire prendre conscience de choses. C'est vrai qu'il y a des entraîneurs qui sont très accros à ça et qui utilisent beaucoup. Alors, c'était une petite introduction. On a bien défini ce qu'est le seuil. On a un peu expliqué toutes les spécificités. Maintenant, la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une méthode obsolète ou c'est une méthode indispensable? Tu nous as dit que c'est des années 80. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'entraînement au seuil, ça ne fait pas l'unanimité dans la communauté des entraîneurs. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est que dit la littérature scientifique? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est pas quelque chose aujourd'hui qui a été qui est un peu critiqué? Qu'est-ce que tu en penses, toi, l'entraînement au seuil? Critiquer, c'est vrai que j'ai du mal à voir pourquoi on pourrait le critiquer, dans le sens où, de mon point de vue, en fait, tout est contexte dépendant et contexte spécifique. Quelque chose qui peut être critiqué dans un cas fera beaucoup de sens dans un autre cas. Peut-être qu'il a été critiqué pendant un moment et je suis même quasiment sûr parce que il y a peut-être, on a commencé la première étude de Saylor, c'est 2009, mais le temps que ça arrive dans le commun des mortels, peut-être 2015-2019, tu vois, ça met à peu près 10 ans pour rentrer, où en gros il y a une grosse promotion de l'entraînement polarisé. Donc si on reprend notre système avec 2 seuils, en gros c'est une grande majorité de l'entraînement sous le premier seuil, si on reprend ce qu'on disait sur le lactate, donc avec un niveau basal de lactate, et un 10-20% au-dessus du deuxième seuil. Donc quand on dit polarisé, c'est soit très lent, soit très très intense. Et on se disait qu'entre les 2 seuils, en fait, ça ne servait pas à grand-chose et qu'on perdait des bénéfices, etc., etc. Et Saylor a été celui qui a fait la plus grande promotion d'un point de vue scientifique en disant non, l'entraînement polarisé est le meilleur type d'entraînement, nanana. Seulement, on s'est rendu compte que
avec les Norvégiens en tête de proue, mais il y a des rameurs d'autres nations, etc. Bref, dans plusieurs sports, des rameurs, je parle australiens en particulier, dans les études, en fait, on se rend compte que on peut arriver à des performances égales avec des distributions d'intensité très différentes, dont, alors pas l'inverse de l'entraînement polarisé, mais on peut dire son jumeau maléfique qui est l'entraînement pyramidal, où cette fois-ci, on a toujours une majorité d'entraînement à basse intensité, mais cette fois-ci, au lieu de s'entraîner 20-10% au-dessus du second seuil, on va s'entraîner 15% entre les deux et admettons 0 à 5% au-dessus du second seuil. Donc tu vois, quand on dit pyramidal, c'est parce que beaucoup de base, un peu moins au milieu et beaucoup moins en haut. Donc les deux, donc grosso modo, c'est les deux visions qui sont affrontées. Et quand je dis que c'est contexte dépendant, c'est parce que en fait, ça dépend ce qu'on prépare. Typiquement, sur un marathon, sur les 3 derniers mois, je prenais l'exemple tout à l'heure, avoir un entraînement polarisé dans les 3 derniers mois d'un marathon, c'est peut-être pas forcément ce que je pourrais recommander pour tous les profils d'ailleurs. Alors que on peut prendre un autre exemple sur un 10 km qui est une distance un peu intermédiaire où là tout le monde peut s'exprimer avec ses points forts. Quelqu'un qui va avoir un point fort vitesse, on pourrait dire, va plutôt avoir tendance à préparer son 10 km avec une approche plus polarisée que quelqu'un qui a un point fort endurance, qui va plutôt préparer son 10 km avec une approche beaucoup plus pyramidale, parce que chacun va jouer sur son point fort. Tu vois un petit peu ce que je veux dire par là. C'est en fait, il n'y a pas de bien ou mal, c'est juste pour qui, pour quand et dans quel contexte. Alors c'est un épisode un peu plus technique, c'est un épisode un petit peu plus tu me dis si je suis chiant, complexe. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, s'il y a des gens qui nous écoutent en courant, et des fois on peut perdre un petit peu le fil. Pas de panique. Évidemment, on vous propose, depuis l'année dernière, des fiches PDF où on va tout resynthétiser, toute la prise de notes, on l'a fait pour vous. Il suffit de s'inscrire à la newsletter et donc à ce moment-là, on vous envoie chaque semaine la fiche PDF avec tous les éléments clairs à retenir. Donc voilà, pas de panique, on fait le travail de prise de notes pour vous. J'ai remarqué quelque chose chez les seuillards, c'est que souvent les seuillards, c'est des gens qui aiment bien le volume. Donc ils vont combiner volume et seuil. Et là, il y a peut-être aussi, on court un peu après de lièvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aussi un risque de blessure, parce qu'on sait qu'il y a quand même une corrélation entre blessure et surmenage, une charge un peu trop importante. Donc, est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne chose de combiner volume et seuil, et quelles sont un peu les précautions à prendre pour éviter d'avoir une pension maléfique ? Je vais donner mon avis empirique. Je trouve que l'entraînement au seuil est un type d'intensité qui est beaucoup plus facilement conciliable avec le volume. Là où quand on commence à aller sur des intensités type 5 km et encore plus type 1500, telles qu'on a l'habitude de réaliser nos séances VMA en France, qui elles pour le coup se détériorent énormément quand on rajoute du volume. Et quand je dis du volume, c'est de surcroît des séances longues, vraiment longues, où je vois que ça, comme je dis, c'est empirique, que ça se détériore beaucoup plus. Et en fait, si ta séance VMA, tu l'as fait, au lieu de la faire à 2,55, tu l'as fait à 3,00 ou 3,05. En fait, il n'y a que 5-10 secondes au kill de différence, mais en fait, ça fait vite 1 km/h quand on arrive à ces niveaux-là. Donc, je trouve que c'est peut-être pour ça qu'il y a une coïncidence entre ceux qui aiment faire du seuil, aiment faire de la borne. C'est parce que je pense que comme ils aiment avoir des hauts volumes kilométriques, ils se sont vite rendus compte que faire de la VMA, ça coïncidait pas beaucoup, alors que faire du seuil, ça fonctionne très très bien. Et puis, si je reviens un petit peu sur mon explication physiologique, tu l'as dit, c'est un peu dense, mais désolé pour ceux qui courent. J'essaie de faire clair pourtant. Mais si le but, c'est d'optimiser la relation entre fibre lente et fibre rapide, grâce à ces entraînements, je parle, avoir un haut volume, ça permet en gros de surentraîner ces fibres lentes. Je pourrais revenir sur le principe de Henman que je n'ai même pas réexpliqué tout à l'heure, mais en fait, en gros, quand vous commencez à augmenter l'intensité, c'est d'abord vos fibres lentes qui se contractent, et puis plus vous augmentez, plus c'est des fibres de plus en plus rapides. Mais sur un effort maximal, en fait, c'est toutes les fibres qui se contractent. C'est à la fois les fibres lentes et à la fois les fibres rapides. Donc c'est pour ça que je parle d'une interaction entre les deux, c'est parce que quand on court au seuil, on a nos fibres lentes qui sont contractées et quelques fibres rapides qui nous permettent d'envoyer ce flux de lactate. Et c'est justement ce qu'on essaie d'entraîner. Bref, le fait d'avoir un haut volume, ça fait qu'on passe énormément de temps d'entraînement à solliciter juste nos fibres lentes, juste les premières qui se contractent. Et donc si celles-là sont ultra entraînées, elles sont ultra préparées à recevoir le lactate, et donc quelque part ça nous arrange parce que mieux elles l'absorbent, mieux elles l'utilisent, plus cette interaction rapide-lent est efficace grosso modo, et plus on est efficace à cette allure. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une certaine corrélation entre les deux, même d'un point de vue scientifique. Si on se projette un petit peu physiologiquement parlant,
je peux trouver une réponse à ça là-dedans. Alors que si par exemple on veut être juste très fort sur 1500 mètres, certes, ça nous importe d'avoir du volume pour que ça soit acceptateur, mais on peut compenser de d'autres manières. Tu l'utilises beaucoup, toi, dans les plans campus que tu fais, les séances au seuil, c'est des choses auxquelles tu as recours, petit, moyen, passionnément, pas du tout? Passionnément, je sais pas, mais j'en ai recours exactement de la même manière dont j'ai recours à de la VMA ou que je peux avoir recours. C'est pas l'alpha oméga pour toi? Non, c'est à chaque contexte, à chaque profil, on essaie de l'utiliser avec la bonne dose. J'essaie de donner des exemples, tu vois, typiquement, si je prends un exemple pour une préparation marathon, bon, bah, c'est vrai que le marathon est tellement extrême physiologiquement, enfin extrême, entre guillemets, on se comprend. Tu vois, là où par exemple le 10 km, on peut avoir plus de nuances, c'est ce que j'expliquais, même le 5 km, on peut avoir un peu plus de nuances. Le marathon, c'est vrai qu'à la fin, tout le monde s'entraîne entre guillemets un peu de la même manière. On grossit les traits, on me dise pas que toute personne me dise qu'on a le même plan, mais tu vois, c'est-à-dire qu'on va plus s'adapter par rapport aux ressources, par rapport à la charge. Mais quelqu'un qui a un profil vitesse ou quelqu'un qui a un profil endurance, sur les derniers mois, on tend tous plus ou moins vers la spécificité de la course. Donc, tu vois, pour le marathon, pour le coup, vers la fin, ça compte pas. Par contre, avant, bah là, tu peux te dire, bah peut-être que quelqu'un qui va avoir un point faible vitesse, un point faible endurance, peut-être que je vais lui faire un peu plus de seuil que quelqu'un d'autre, ou plutôt bah, je vais essayer de rajouter de la variété. L'autre a tellement un point faible que ça vaut peut-être le coup de tronquer un peu sa variété dans l'entraînement, parce que justement, il essaie de faire le grand écart entre ce pourquoi il est fait et ce qu'il veut faire dans la vie. Donc on va essayer de faire les bons choix pour lui. Voilà, c'est juste des exemples pour te montrer que de mon point de vue, il n'y a rien qui est supérieur. Il y a juste répondre à l'un des 3 piliers de l'entraînement, qui est répondre à la spécificité de la course dans un dernier temps et du profil dans un second. Alors, justement, en parlant des méthodes, tu faisais tout à l'heure référence à nos amis norvégiens qui sont connus justement pour dissocier l'adaptation physiologique et biomécanique dans leur approche d'entraînement. Mais comment... On fera peut-être un épisode d'ailleurs sur l'entraînement norvégien, sur la méthode norvégienne. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'on creuse un petit peu le sujet. Mais aujourd'hui, si on fait une petite parenthèse sur ça, comment est-ce que tu penses que cette stratégie norvégienne pourrait être appliquée à l'entraînement au seuil et à la VMA un petit peu pour maximiser les performances nos performances de coureurs? Alors, ils sont pas connus pour ça. Moi, c'est l'analyse que j'en ai, et donc du coup, je pense que j'ai déteint, mon avis a déteint sur toi, Guillaume, mais ça, c'est l'analyse que j'en fais, et je pense que les gens qui observent un petit peu les méthodes norvégiennes, les méthodes kenyanes, qui en fait sont pas si différentes que ça, tu remarqueras dans les grandes lignes. Qu'est-ce que ces gens font, que ça soit à VMA ou au seuil? Voilà, le seuil, c'est ce qui ressort le plus, mais c'est des répétitions plutôt courtes, beaucoup de répétitions, et des récupérations plutôt passives et pas très pincées. Et donc en fait, on trouve ça bizarre parce que alors tu vois, instinctivement, quand on fait des entraînements au seuil, dans notre progression, on va plutôt passer par exemple de séance de 1000 mètres à séance de 2000, voire séance de 3000. Tu vois, on va vouloir allonger les intervalles pour augmenter le stress généré, parce qu'un intervalle de 3000 est plus stressant, un 3 x 3000 est plus stressant qu'un 9 x 1000, même si le temps de maintien est identique. Donc on va avoir tendance à complexifier l'entraînement en rallongeant les intervalles. Ou alors, par exemple, tu vois, sur une VMA, si le but c'est d'avoir les fréquences cardiaques les plus élevées possibles, on va avoir tendance à mettre du repos actif, à pincer les récupérations, parce qu'on voit qu'en effet, en cumulé, on finit avec, même si les intervalles sont un peu moins intenses, on finit avec des fréquences cardiaques beaucoup plus supérieures sur le total de la séance. Donc ces gens-là font l'inverse. Ils fractionnent de plus en plus pour avoir des intervalles courts. La preuve, sur des séances de seuil, ils font des 400 mètres. Ils rallongent un peu les récup, ils font du passif. Et donc pourquoi ? C'est parce que justement, de mon point de vue, sur certains athlètes, et de surcroît des athlètes vraiment élites, qui physiologiquement sont déjà tellement optimisés, l'un des leviers d'optimisation qu'on a, c'est d'augmenter leur temps de maintien. C'est d'augmenter leur temps de maintien, donc augmenter leur temps passé à allure cible, par exemple, pour justement jouer sur leur efficacité gestuelle. Si on te dit le but pour augmenter ton coût énergétique, c'est pas, je dis que scientifiquement, je dis pas que c'est prouvé de cette manière-là, mais si on peut te dire le but c'est que plus tu vas cumuler de temps à une allure, plus tu vas être économe à cette allure, bah ton but c'est de trouver des stratégies pour justement le faire. Et en fait, bah, c'est l'inverse. C'est-à-dire que physiologiquement, on réduit les récup, on rajoute de l'actif, on rallonge les intervalles, et si on veut maximiser le temps de maintien, on rallonge les récup, on fait de plus en plus passif et on réduit les intervalles. Et ce que ça fait, c'est des séances de 25 x 400, et même, et c'est là où je tire le fil et que je trouve ça encore plus intéressant, c'est de mon point de vue l'explication du double seuil sur la journée.
Parce qu'en fait, faire un 4x2000 et un 20x400, est-ce que je me lance ça fait 16 km d'intensité dans la journée. En fait, en réalité, ils pourraient le faire sur une seule séance. Ils ont les capacités de l'encaisser. Enfin, je veux dire, 16 km, Oui, ça passe encore pour eux. 16 km d'un truc qui peuvent tenir 1 heure, ça va aller, tu vois. Le fait qu'ils le séparent en 2 séances, c'est comme pour eux le fait de ralentir sur les récup et le fait de... En fait, c'est juste qu'ils maximisent le temps de maintien. Ça leur demande moins de récup, donc ils peuvent le faire plus régulièrement et donc ils peuvent passer encore plus de temps à ces allures-là. C'est ma théorie sur la dissociation physio-bioméca. Alors, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, hein, c'est ce que j'ai entendu des entraîneurs norvégiens en parler un petit peu timidement, tu vois, entre les lignes, on entend un petit peu. Et je trouve ça hyper intéressant de voir ça de cette manière et de comprendre pourquoi sur certains athlètes, par exemple des amateurs, ça va être intéressant de pincer, d'aller chercher un développement physio parce qu'ils n'ont jamais stimulé leur VO2 max de leur vie. Donc on a énormément à aller chercher de ce côté-là. Quand chez un expert, chez quelqu'un qui est top 10 monde, bah en fait sa VO2 max, je suis pas sûr que je puisse la bouger énormément parce qu'elle est sûrement maximisée depuis 5 ans. Par contre, je peux aller jouer sur le coût énergétique et donc je peux aller modifier à l'inverse toutes mes métriques pour aller lui faire passer un maximum de temps. Tristan, ça a été un épisode très dense, assez technique. Je vais te donner un petit challenge. Si on devait synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit en 30 secondes, quels sont selon toi les éléments clés à retenir sur le seuil? Et ensuite, on passera à notre rubrique étude du jour que tu apprécies tant. Le seuil est une modalité d'entraînement hyper intéressante. Comme toutes les modalités d'entraînement, il faut juste apprendre à l'utiliser évidemment, mais savoir dans quel contexte est-ce qu'il est le plus à propos. Je pense que dans cet épisode, on a vu quand même assez de nuances de quand est-ce que ça faisait du sens, quand est-ce que ça faisait pas de sens. En tout cas, de mon point de vue, le seuil n'est pas supérieur à la VMA de la manière que la VMA n'est pas supérieure au seuil. Ça dépend vraiment du contexte. Donc, trouvez votre contexte pour trouver comment l'utiliser l'un ou l'autre. Après, sur le type de séance, etc., le plus important, c'est de faire progresser la surcharge progressive, comme on le défend ici depuis maintenant plusieurs saisons, hein, de rien. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour le récap. Donc, pas forcément une méthode indispensable, pas forcément une méthode obsolète, c'est plutôt quelque chose à modérer, c'est un outil qu'il faut... C'est sûr que si vous préparez un semi ou un marathon et que vous en faites jamais, c'est dommage. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Tristan, évidemment, pour toutes celles et ceux qui veulent tester le seuil, mais peut-être aussi d'autres séances. Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Voilà, la sortie longue, ceux qui veulent un peu goûter au plaisir. Ils ont failli sortir la carte bancaire alors qu'ils auraient pu avoir un mois gratuit. La variation, la variation des séances d'entraînement, parce que c'est bien de varier aussi. Si on fait que du seuil, on peut s'ennuyer. C'est un des autres 3 piliers. On a parlé de l'aspect spécifique, il y a la variation aussi. Il y a la variation, et puis le corps il s'habitue aussi. Donc si on fait que du seuil, à un moment donné, on progresse plus, parce qu'il faut le stresser, le corps. Tu fais bien de le rappeler. Voilà, c'est important de le dire. Et donc du coup, toi, tu as concocté aux petits oignons des plans d'entraînement via l'application Campus Coach. Est-ce que tu peux nous en parler? Et après, on donnera le petit code promo pour celles et ceux qui veulent essayer gratuitement. Écoutez, tout ce que je vous ai expliqué, parce qu'évidemment, Campus, c'est des plans d'entraînement adaptés à votre profil et à votre objectif, mais c'est aussi de la connaissance avec des conseils au bon moment, des articles au bon moment. Des podcasts, des vidéos. Oui, et puis après, une communauté, évidemment, qui est, vous l'avez entendu tout à l'heure dans le Magnéto. Mais donc voilà, si vous voulez voir un peu de quoi ça a l'air ou approfondir un petit peu vos connaissances ou justement ça vous a intrigué un petit peu ce que j'ai raconté, vous voulez voir dans le concret comment est-ce que je mets en place les choses, petit code DLTDC, petit mois gratuit, vous profitez. Exactement. À la plage et puis à la fin du mois, si vous avez récupéré ce qui vous intéressait, vous en allez, et si ça vous a plu, vous restez. Exactement, avec le code DLTDC, vous avez 1 mois gratuit, donc c'est le moment. Là, si vous nous écoutez, téléchargez l'application Campus Coach ou allez sur campuscoach.com. Attends, on va leur laisser le choix. Ok, non, on va leur laisser le choix. Soit ils utilisent le code DLTDC sur Campus, soit ils mettent 5 étoiles au podcast. C'est vrai qu'on n'en parle plus, les 5 étoiles. Moi, je propose, c'est l'un ou l'autre. C'est les appels à l'action. Bon. Tu sais, c'est comme les enfants quand tu leur dis, au lieu de leur dire est-ce que tu veux manger des haricots verts, tu leur dis tu préfères des haricots verts ou des carottes. Et du coup, comme ça, ils sont obligés de choisir. Super, génial. Soit le code DLTDC, soit le 5 étoiles sur le podcast. Écoutez, voilà. Bon, on va pas vous demander de faire les deux, mais c'est vrai que moi, je vous dis, à chaque fois que je vois un nouvel commentaire
sur Apple Podcast ou sur Spotify, parce que maintenant on peut le faire aussi sur Spotify, et j'ai des petits cœurs dans les yeux, j'ai les poils Quel qui italien, s'hérissent, je me sens sur un petit... Vous me faites du bien, quoi. Voilà, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Donc si vous voulez me faire plaisir, effectivement, la petite évaluation, c'est Guillaume Chantracchio dans voilà, toute sa splendeur. ça me fait plaisir, ça me touche. Maintenant, si vous êtes une petite pince et que vous voulez essayer le code campus gratos sans avoir à tester gratuitement, eh bien c'est le code DLTDC, vous avez au moins un mois gratuit. Donc c'est quand même génial. Si ça vous plaît, vous continuez. Si ça vous plaît pas, vous n'avez pas perdu d'argent. Donc c'est le code DLTDC sur Campus Coach. Tristan, sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe à l'étude du jour. Elle est assez intéressante en plus, tu vas voir. C'est parti. Tristan, aujourd'hui, je vais te parler d'une étude japonaise. Je crois qu'on n'a jamais encore abordé d'études japonaises. C'est vrai qu'on parle beaucoup des Norvégiens, mais les Japonais ne sont pas en reste. Ouais, les Japonais, c'est des bons en endurance. Ça a été fait en 2016 par... Alors là, je vais me lancer dans un nom japonais. Attends, j'ai des experts en japonais dans les commentaires. Mais pas d'accent, par pitié. Alors, Ryuta Kinugaza et Yoshioki Usami. Mais avant ça, est-ce que tu sais quel est l'animal le plus rapide du monde ? C'est facile. Pas le mammifère, le rapide. L'animal le plus rapide. En vrai, c'est pas le léopard, parce que ça serait le mammifère le plus rapide. Je sais pas, le mammifère, l'être vivant, quoi. Allez, je vais pas. Ok, le léopard, mais je pense que c'est pas ça. C'est le guépard. Ah, punaise. Le guépard. Vitesse maximale du guépard, selon toi ? 125 km/h. 120, elle est pas mal. 120 km/h. Je confonds guépard et léopard, ça on m'en voudra pas. Mais... Ouais. et du coup, si on prend les animaux qui vont le plus vite... T'as pas un oiseau qui va plus vite que ça ? Je sais pas. Elle commence pas. Hein. On va rester sur le guépard. Si on prend en tout cas le guépard, l'antilope, le lion, la gazelle, le pur sang, le cheval aussi, ou encore le lévrier, le loup, bref, tous les animaux qui vont le plus vite sur cette terre, quel est leur point commun selon toi ? Leur point commun, ils ont des longs tendons. Je m'attendais pas à ça. Et qui pense tendon. Ils ont un gros cœur. Ils ont un gros cœur. Je veux dire qu'ils sont gentils, ils sont généreux. Ils sont extrêmement généreux. T'es ami avec des guépards ou des lions, toi ? Je sais. Eh bien, figure-toi, ils ont un point commun. Tu n'y as pas pensé, mais pourtant ça va te sembler évident. C'est que tous ces animaux sont des quadrupèdes, c'est-à-dire qu'ils se déplacent en utilisant leurs 4 pattes. Ils utilisent les pattes avant et les pattes arrière pour courir, marcher, sauter. Ça leur donne une certaine forme de stabilité, d'efficacité aussi dans leurs mouvements et surtout, ça leur permet d'atteindre des vitesses exceptionnelles, ce qui est quand même crucial quand on veut chasser pour sa survie ou fuir des prédateurs. Donc forcément, ils ont développé la méthode la plus efficiente pour aller très très vite et surtout ils atteignent 0 à 100 à des vitesses, c'est comme des petites Bugatti Veyron, quoi. Ça, tu vois, c'est évident, pourtant on n'y pense pas tout de suite. C'est vrai. Et justement, notre étude du jour, on va revenir à notre étude japonaise, nos chercheurs, ils ont tenté de répondre à cette question que je trouve moi personnellement fascinante. À l'avenir, pourrait-on voir un humain courir plus vite justement en utilisant un mode de déplacement sur 4 pattes plutôt que sur 2 jambes justement. Donc c'est l'idée. Donc ils ont voulu essayer de savoir ça. Et l'idée des auteurs, c'est de comparer les performances des sprinteurs bipèdes. Donc nous, on est bipèdes, on court sur nos 2 jambes, comme Usain Bolt, mais aussi des sprinteurs de très haut niveau, à celles de sprinteurs quadrupèdes, afin de savoir qui était le plus performant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des humains valides dont leur spécialité c'est le sprint quadrupède. Tu vas voir. Okay. Tu vas voir. En tout cas, là l'idée c'est de se dire si demain on entraînait un humain. Parce que c'est un monde qui m'est totalement inconnu. C'est assez. Tu vas voir. Je vais t'en parler. Mais l'hypothèse c'est de se dire si demain on entraîne un humain tout petit à courir à 4 pattes, tu vois, qu'on le muscle, physiologiquement on le fait ça, est-ce qu'il serait plus rapide en courant en 4 pattes qu'en courant en bipède. Donc c'est ça un peu l'idée, tu vois, c'est l'idée de départ. Et donc les chercheurs ont essayé la méthodologie, parce que tu sais qu'on parle toujours de méthodologie, donc les chercheurs ont analysé des données historiques des records mondiaux sur 100 mètres, donc ils ont analysé tous les records sur 100 mètres, donc sur 2 jambes, et qu'ils ont comparé aux performances des rares sprinteurs, parce qu'il en existe des sprinteurs quadrupèdes, c'est même recensé par le Guinness Book des records, donc il y a un record du monde du sprint à 4 pattes, qui est aussi détenu par un japonais. Je sais pas pourquoi les japonais, c'est leur truc. D'ailleurs, tu sais, c'est quoi le record du monde du sprint à 4 pattes ?
Si ça passe sous les 12 secondes, c'est exceptionnel. Ah non, ils s'en sont pas encore là. Ok. C'est le début. Et il a fallu des millions d'années d'évolution Ok, d'accord. pour. C'est 16 secondes Oh là 87. là. 16 secondes 87. Donc voilà, ils voulaient se dire voilà. Donc ils ont utilisé diverses techniques d'ajustement de courbes pour des projections. Ils ont étudié les mécanismes biomécaniques du Les sprint. projections de courbe, quel enfer. Voilà, quadrupède. Ils ont inclus des vidéos de sprinters quadrupèdes. Enfin, ils ont poussé. C'est des Japonais. Tiens, tu connais les Ils ont Japonais. du budget pour. Ouais, ils poussent ok. le truc à fond, quoi. tu Recherche vois. contre le cancer et tout, ça a pas Ouais, besoin. là, Par contre, c'est sprint leur debout, truc. quoi. Tu Ok. vois, voilà, ils ont Je poussé. juge pas, je juge pas. Ah, ça va. Donc tu vois, ils sont vraiment focus sur ça. Et donc leurs recherches ont démontré qu'un sprinter traditionnel, parce qu'ils ont aussi essayé de se dire quelle est la vitesse maximale qu'un humain peut atteindre en courant en bipède, à deux pattes. Donc leurs résultats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Usain Bolt, je crois que le Usain Bolt, le record du monde du Usain Bolt, 58. c'est ça. Eux, leur conclusion, c'est qu'un humain, la vitesse maximum qu'il pourra atteindre s'il a toutes les prédispositions génétiques, les capacités biomécaniques, le max qu'on peut avoir, pour eux, alors après, il y a plusieurs recherches sur ça, mais pour eux, c'est 9,383 secondes. C'est le maximum pour un sprinter. On ne pourra pas, pour eux, aller plus vite que ça. Usain Bolt, c'est 9,58, effectivement. Du coup, à ton avis, est-ce qu'au niveau quadrupède, est-ce qu'on peut aller plus vite que 9,33 ? Impossible. Et là, tu vas me parler d'une projection de courbe. C'est dans une projection, 50 ans, ouais, ça, c'est Ouais, des- une projection de coup, pour eux, c'est 2048. Un coureur quadrupède pourra courir en 9 secondes 276. Donc, cette étude suggère que si on entraînait un enfant dès son plus jeune âge, qu'il ait toutes les qualités biomécaniques, eh ben, il irait plus vite en courant à quatre pattes. Il nous donne une deadline. 2048 Bon, pour eux. on en reparle. Bah, c'est pas dans si longtemps que ça, on Bah, sera là justement. encore. Bah, On j'espère. sera là. Mais tu sais, ça fait sourire. Mais je crois que le départ dans les starting blocks, c'est assez récent. C'est les années 50. T'as raison, Avant, on courait non, je en suis départ fermé arrêté. d'esprit. Mais, Et tu on vois, a changé. Tu vois, il y avait un truc. il y a peut-être 70 ans, jamais on aurait cru qu'on parte dans des starting blocks baissés et tout machin. Donc c'est pas si ridicule que ça. Il y a un truc, il me semble, sur la première traversée de la Manche. Alors là, vraiment, je sors un truc, c'est en mode limitless, mais il me semble que la personne, le premier à l'avoir fait, l'a fait en brasse. Le crawl existait déjà, mais il trouvait que c'était genre une nage trop féminine, tu vois. Genre, c'était pas un truc de mec, et donc du coup, le mec a traversé en brasse. Bah, pas de chance, parce que le crawl, c'est quand même vachement efficace. Ouais. Bref, ça allait dans ton mais sens. en fait- Donc oui, en fait, t'as raison, je suis fermé d'esprit, je crois Voilà. dans le quadrupède. Allez, let's go. Essaye, peut-être là, va faire du quadrupède, surtout c'est le Je vais record changer. du monde. Non, mais en fait, c'est intéressant, c'est de se dire, est-ce que la technique va changer et des fois, il y a des changements de paradigme. Là, je parlais du départ dans les starting blocks, et c'est vrai que ça a été un vrai changement. Tu t'imagines, c'est-à-dire que tous ceux qui maîtrisaient pas cette technique, eh ben, ils ont été relayés, ils n'existaient plus, quoi. Ils sont morts. C'est un peu comme tu as une nouvelle technologie qui arrive, il y a une nouvelle méthode beaucoup plus efficiente, ça perd. Et il y a aussi le cas pour les sauteurs en hauteur. C'est ce que j'allais dire. Voilà, les sauteurs en hauteur, souviens-toi, avant ils sautaient de manière En intuitive, ciseaux. tu vois, ils sautaient au ciseau. Et il y a un mec qui est arrivé, qui a pris une technique complètement hors sol, surprenante, et on a battu tous les records. C'est pas Le impossible, Fosbury. c'est pas impossible qu'en 2050-2060, on ait des sprinters à quatre pattes. Ce serait quand même rigolo, tu vois, mais c'est pas impossible. Bah écoute, j'ai hâte. Bah écoute, bon, voilà, c'était la petite anecdote. On verra si On les l'avenir- verra venir. Hein, Alors, déjà. si- Quand il si y a un on- premier gars qui va passer sous les 10 secondes, ça va chambouler tout le monde. Si vous nous écoutez en 2060 et qu'il y a déjà les sprinters qui courent à quatre pattes, vous l'aurez entendu ici en premier. On était là en 2024. On l'a dit, on l'a fait. Tristan, merci infiniment pour ce podcast. Merci à toi, Guillaume. aussi à Raphaël, le réalisateur derrière voilà, ce beau programme en vidéo si vous nous suivez sur YouTube. On a aussi Flo, Lumière, Agnès au maquillage ou encore voilà, en back-office, on a aussi Zoé au montage ou encore Justine pour les déclinaisons et l'identité visuelle. Merci à toute cette équipe. On se retrouve, Tristan, dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. D'ici là, tu auras peut-être essayé la course à quatre pattes. Peu Peut-être, de chance. tu nous donneras des Je suis feedbacks. pas prêt encore. Je vous dis à très vite. Salut. Bye bye.